Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, vous êtes le symbole d'une époque où l'on pouvait gagner un jour beaucoup d'argent et le lendemain faire contre mauvaise fortune bon cœur. Vous êtes également riche en souvenirs, comme vous le racontez dans un livre où tout est incroyable mais vrai. Bonjour Marc Francelet. Bonjour. Alors ce livre, c'est L'Aventurier au Cherche-Midi. Alors c'est vrai que vous êtes peu connu du grand public, mais connu d'un certain public, et vous êtes le symbole d'une époque qui n'existe plus. Et cette époque, vous le racontez dans ce livre et on va l'évoquer sur Sud Radio à travers des dates clés. Et la première que j'ai choisie, elle est importante dans votre vie, c'est le 2 juin 1953, le couronnement de la reine Elisabeth, Marc Francelet. Écoutez, c'est simple, effectivement. Ma maman avait un salon de coiffure. À l'époque, c'était Place de Rennes, Montparnasse. Et il y avait donc la gare Montparnasse. Et comme dans toutes les gares, il y avait des cinémas qui marchaient 24 heures sur 24 et qu'on appelait le cinéac. Et donc, il n'y avait que des actualités et un cartoon de temps en temps. Et c'est là que j'allais, donc, tout jeune, et que je voyais ces reporters travailler dans le monde entier, et que je me suis dit un jour, je serai de ce côté-là. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'être journaliste. Alors, vous avez été journaliste, homme d'affaires, on va en parler à travers votre livre et cette émission. Il faut savoir que le couronnement de la reine Elisabeth, ça a été le premier grand direct de l'histoire de la télévision, avec Jacques Salbert depuis Londres, et qu'on vendait à l'époque 5000 postes de télévision par jour, grâce à ce couronnement. Et en couleur, rappelez-vous. Non, c'était en noir et blanc à l'époque. Ah oui, mais je parle au cinéac, c'est pour ça qu'on allait au cinéac. Au cinéac, c'était en couleur. Ouais. Alors, finalement, vous avez grandi dans une famille tranquille, modeste. Votre père est architecte et une mère qui tient un salon de coiffure. Mais vous avez quand même une existence un peu bourgeoise. Vous vous habillez chez Mambi, qui est à l'époque le rendez-vous des jeunes qui veulent bien s'habiller, Marc Francelet. Absolument. Mambi, c'était une marque pour les petits-enfants du 16e arrondissement. Et la boutique principale se trouvait à Vieux Victor Hugo. Et c'était étonnant parce que j'avais un médecin qui était à côté. Et dès qu'il me faisait une piqûre, maman m'emmenait chez Mambi m'acheter un short. Voilà. Et résultat, un jour, vous avez échangé un blouson contre un saucisson. Absolument. Je détestais le poisson. Et quand il y avait du poisson à la maison, je ne supportais pas. Donc, dès la cage d'escalier au rez-de-chaussée, quand je sentais l'odeur du poisson, j'habitais au 7e, je repartais, je ne voulais pas. Mais un jour, j'avais très faim. Et je passe effectivement devant la charcuterie, où il y avait des magnifiques chorizo. Et j'ai échangé mon chorizo contre un blouson de chez Mambi. Et ça n'a pas plu à votre mère, je crois. Pas du tout. Alors, il se trouve que c'est une époque qu'on a un peu oubliée, où les bagarres existaient, mais elles étaient beaucoup moins violentes qu'aujourd'hui. Vous étiez dans le 15e, et il y avait les Indiens de la Porte de Vanves contre la cité des frères Peignot. La vôtre, ce n'est pas les bagarres qu'on peut imaginer aujourd'hui, Marc. Ah, pas du tout. Non, c'était des bagarres de ce qu'on appelait à l'époque les blousons noirs. Mais ça se faisait au coup de poing. Il n'y avait rien de... Non, c'était, je ne vais pas dire... bon chic, bon genre. Mais en fait, on se filait sur la figure et puis on repartait chacun de notre côté. Ouais. Et vous aviez un truc, d'ailleurs, une serviette éponge pour éviter les mauvais coups. Qu'est-ce que c'était ? Tout simplement, il y avait une chose que je craignais, c'était les coups de pied dans les parties. Oui. Parce qu'un jour, au cours d'un match de football, j'avais pris un coup dans les parties involontairement et j'étais resté quand même 3 jours à l'hôpital. Tellement c'était douloureux, il y avait des suites. Donc j'avais compris que pour me battre, il fallait que je me protège mes parties et j'y mettais carrément une serviette éponge. Et là, je partais sans aucun problème, à la bagarre. Et la bagarre qui plaisait aux filles, parce que les filles tombaient raides dingues à l'époque, ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, Marc Francelet, des garçons qui se bagarraient. Oui, et puis surtout, si vous voulez, étaient tous habillés à ce moment-là de la façon de James Dean. Donc on avait les shirts blancs, des perfectos, effectivement des blousons de cuir noir. Et ça plaisait beaucoup. Voilà. Ce qui plaisait moins, c'était l'école. Je crois que votre mère a fait un jour, a donné de l'argent pour que vous ayez un bon bulletin scolaire. Ça se fait pas beaucoup, Marc Francelet. Absolument. L'école, à partir d'un certain moment, ça m'a pas plu. Je voulais être journaliste et je voulais commencer dans une agence de presse. Mais pendant ce temps-là, mon père attendait tous les mois le bulletin. Et comme il n'y avait pas de bulletin, ma mère avait soudoyé le proviseur qui lui faisait des faux bulletins contre un billet. Vous devez être le seul en France à avoir vécu ce genre de choses. C'est pas courant. Alors finalement, ce qui vous intéressait, c'était aussi le cinéma. Donc ce fameux cinéac, vous y alliez le samedi et le jeudi, je crois. Et c'est comme ça que vous avez un jour connu quelqu'un qui était important dans votre vie, une nounou pas comme les autres. Absolument. C'est-à-dire que
Longue Chris, Christian Blondiot, qui a été votre nourrice. Absolument. Ma maman se faisait faire des robes chez sa maman qui était couturière. Et effectivement, de temps en temps, elle me laissait à sa couturière, qui me faisait garder par son fils, qui avait un tout petit peu plus vieux que moi, et qui régulièrement m'emmenait, notamment à l'époque, au cinéma Miramar, à Montparnasse, pour voir les westerns. Voilà. Et il est devenu Long Chris, c'est-à-dire une vedette du rock'n'roll. Et à l'époque, il y avait encore les actualités, les films publicitaires de Jean Mineur, qu'on voyait, qui vous fascinaient aussi à l'entracte. Bien sûr, c'est Balzac 0024. Voilà. Il faut savoir que les premiers films publicitaires, en fait, ils sont beaucoup plus anciens que Jean Mineur. Le premier film publicitaire, c'est Georges Méliès, qui l'a tourné en 1912 pour la moutarde Bornibus. J'ignorais. Voilà. Et à l'époque, il y avait des rideaux réclames où les réclames passaient, on descendait un rideau et ils remontaient ensuite pour le grand film. Alors effectivement, vous voyez des westerns, vous retrouvez Long Chris, qui a depuis, je crois, fait carrière aussi au Village Suisse dans les Antiquités. Il a redonné quelques concerts dans les années 2010, il n'y a pas si longtemps. Et puis, un jour, il vous emmène voir Rio Bravo, et ça va changer votre vie, Marc Francelet. Absolument, avec John Wayne et Ricky Nelson, qui allait chanter la première chanson, L'idole des jeunes, que Johnny reprendra après. Voilà, et il se trouve qu'à l'entrée, à la caisse, il y a un jeune garçon. Absolument, qui nous attend, et qui est Johnny. Jean-Philippe Smet. Oui, mais on l'appelait Johnny dès le départ. Ah, dès le départ. Ah non, on l'a jamais appelé Jean-Philippe. Toujours Johnny. Et était là tout timide, tout débutant. On n'imaginait pas ce qu'il allait faire. On pensait pas qu'il ferait cette carrière-là, mais on voyait bien le charisme qu'il avait. Et comme Long Chris, donc Christian, chantait aussi de son côté, il y avait Christian et il y avait Johnny. Et c'était les deux meilleurs amis. Et ils se piquaient les uns les autres leurs disques. C'était assez drôle. Hop, là, ils piquaient les disques. C'était hilarant. Oui, parce qu'en fait, dans les surprises parties, Johnny volait les disques pour ensuite les emmener au Golf Drouot. Oui, alors ça, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne l'ai pas vécu, oui. Ça. J'avoue, franchement. Ce que je sais, c'est qu'il se piquait les disques entre Long Chris et Johnny, ça c'est sûr. Voilà. Et Rio Bravo, c'est un classique du cinéma, à tel point que Quentin Tarantino en parle comme son film préféré, et des images de Rio Bravo apparaissent dans Dead Pigeon on Beethoven Street de Samuel Fuller, et chez Godard. Donc c'est un film culte. Ouais. Et vous aimiez les westerns à l'époque ? Oui, parce que c'était les seuls films que je pouvais voir, et puis c'est vrai que c'était des films de western, qui étaient d'ailleurs à l'époque de très bonne qualité, et il n'y avait pas encore les films de gangsters et toutes ces choses-là. Donc c'était vraiment le début du cinéma américain, c'était les westerns. Et Johnny donc et Long Chris adoraient ça. Ils allaient à Gaillardon dans une ferme, et un jour vous allez les suivre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, Marc Francelet ? Eh bien, ils avaient découvert tous les deux un ranch reconstitué, qui se trouvait à Gaillardon, je crois que c'était dans l'Eure. Et on partait régulièrement les week-ends à Gaillardon, habillé en cow-boy. Long Chris était fantastiquement doué pour faire ce qu'on appelait les chaps. Il repoussait le cuir avec des motifs formidables. Et là, on jouait vraiment avec les pistolets, enfin les Colts à l'époque. On dormait à la Belle Étoile et on mettait le chapeau sur la tête et on se prenait pour des cow-boys. Et ça marchait pendant tout le week-end. Et Johnny adorait ça. Et un jour, vous avez surpris les deux en tirant sur des bouteilles de Coca-Cola, je crois, Marc Francelet. Oui, alors là, je les ai un petit peu surpris parce qu'effectivement, ils tiraient sur des bouteilles de Coca avec pistolet à plomb. Et moi, je suis arrivé avec un Colt 22 long rifle. Et quand tout d'un coup, ils ont vu les boîtes sauter, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et comment vous avez trouvé un Colt 22 long rifle ? C'était un copain dont le père tenait une armurerie et qui me l'avait prêté tout simplement. Voilà. Et de ce jour-là, vous êtes devenu vraiment le copain qu'il faut. Ils n'ont pas compris sur le coup. Tout d'un coup, ils ont vu les bouteilles exploser. Ils ont dit, mais avec quoi ils tirent ? Et vous avez gardé une amitié. Et à l'époque, vous avez une autre passion, c'est la photo. Je crois que votre père vous a offert un appareil photo et une caméra, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque. Ma mère, hein. C'était pas si fréquent à l'époque, Marc Francelet. Pas du tout, pas du tout. Si vous voulez, donc, comme je vous l'ai dit, j'avais décidé d'être journaliste et ma maman m'a offert mon premier 35 mm avec un Pentax, avec lequel j'ai commencé à faire mes premières photos, dont celle de Johnny au conseil de révision. On va en parler. Mais vous savez, avoir des appareils photo et des caméras, c'était pas la technique d'aujourd'hui. Ah non. Puis surtout, ça coûtait de l'argent. C'était cher déjà. Et ma maman se saignait pour m'acheter un appareil photo. Elle savait que j'allais devenir photographe. Elle savait que j'allais devenir journaliste. Elle voyait bien que j'avais la passion.
Et votre père, comment il le prenait? Très mal. Oui. Les blousons noirs, ça l'intéressait pas. Ah non, non, pas du tout. Non, non, c'était pas son style. Et Du alors, tout, du tout. comment ça se passait, justement? Vous arriviez à Ben, vous entendre? c'est simple, comme je vous l'ai dit, j'étais habillé en Mambi. Oui. Et Mambi, c'était pour aller à l'école. Et quand je rentrais à l'école, ma maman m'avait mis dans l'escalier de service le blue jean, le blouson de cuir noir, et je m'habillais et j'allais au square Saint-Lambert. Et quand je rentrais le soir, hop, dans l'escalier de service, je remettais mes Mambi, mon short en flanelle grise et mon polo bleu marine. Voilà, donc ça passait. Et puis vous avez fait une rencontre un jour, je crois que c'est à Saint-Jean-de-Luz, d'un photographe, un jeune photographe qui a beaucoup plus fait la page des faits divers que celle du cinéma. Au début, il était comédien et Isabelle Adjani le considérait comme son meilleur ami, c'est François-Marie Bagné. Absolument. Et là aussi, ça a été une rencontre tout à fait inattendue parce qu'il n'était pas connu à l'époque. Il était inconnu, mais il avait beaucoup de charme et beaucoup d'élégance et d'assurance. Et c'était un garçon, dirons-nous, qui parlait vrai et qui était plein de charme. Et donc, il vous a donné des conseils de photographe, car il était photographe à l'époque. Il était, mais à vrai dire, il a commencé à être photographe. Moi, entre-temps, je suis rentré à Match. Et là, j'ai beaucoup plus travaillé la photo en tant qu'assistant. Oui. Et après, c'est moi qui l'ai pris en main. Et là, ça a été totalement différent, parce que là, véritablement, je lui ai appris ce que c'était que la photo. Là, c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé. Mais c'était un peu un hobby pour lui, c'était pas un métier. Lui, c'était l'écriture. Très très vite après, il va écrire le passé composé, qui sera qui marchera fantastiquement bien et dont on parlera beaucoup. Voilà. Et en même temps, c'est quelqu'un à qui vous avez appris beaucoup de choses, car la photo, on n'apprenait pas dans les écoles à cette époque-là. Ah non, non, mais moi, j'avais déjà... Bon, il faut dire une chose, c'est quand j'ai eu 15 ans, je suis rentré dans une agence de presse qui était très connue à l'époque, qui était l'agence Dalmas. Il y avait 2-3 agences de presse à ce moment-là en France, et c'était la plus importante, et c'est comme ça que j'ai vraiment débuté. Voilà. Alors, c'est le début de votre carrière, dont on va parler parce qu'elle est étonnante, avec une autre date, le 5 novembre 1965. A tout de suite sur Sud Radio avec Marc Francelet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Marc Francelet. Vous avez publié ce livre, L'aventurier au Cherche Midi, qui raconte votre parcours. Un parcours pas comme les autres et totalement inconnu jusqu'ici, celui d'un aventurier qui a commencé par le journalisme. Et une date clé pour vous, c'est le 5 novembre 1965. Écoutez. Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche. Voilà, le général de Gaulle annonce sa candidature au présidentiel un mois et demi avant. Et vous avez eu un scoop ce jour-là. C'est-à-dire que j'ai fait effectivement une photo qui était à peu près 3 semaines avant cette prise de décision. Donc personne ne savait, tout le monde allait... Est-ce qu'il allait se représenter ou pas? Donc tout le monde voulait la photo exceptionnelle de Gaulle. Et j'ai eu l'idée de tourner autour de l'Élysée et de me faire savoir qu'il y avait un hôtel particulier qui appartenait au Rothschild et qui était en travaux. Donc il y avait des ouvriers qui étaient des plâtriers, plein de plâtre sur leur... comment on peut dire sur leurs vêtements, sur leurs vêtements. Et puis je les ai suivis et ils allaient dans un bistrot à côté de la rue des Saussaies. Et là, je suis rentré avec eux. Et dans un premier temps, j'ai commencé à jouer au flipper avec eux. Et puis manger des jambons beurre. Et puis au bout de quelques temps, je suis devenu copain avec eux. Puis je leur ai dit, écoutez, je suis jeune photographe. J'aimerais bien faire une photo de Gaulle. Est-ce que vous le voyez? Et là, on le voit tous les matins, mon grand. À 11h30, il sort. Il fait sa promenade autour du lac. Ah bon. Et dites donc, si j'étais sur le toit, vous me laisseriez? Ah bah oui, à partir du moment où tu viens pas avec un fusil à lunettes, il n'y a aucun souci. Nous, on fait comme si on t'avait pas vu. Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous êtes parvenu à entrer à l'Élysée comme ça. Ce serait pas imaginable aujourd'hui, Marc Francelet. C'est-à-dire que je suis arrivé à monter sur les toits de cet hôtel particulier. En arrivant en bas de l'hôtel particulier, évidemment, il y avait des gardes. Et je leur ai dit, je suis en retard. Il faut absolument, je vais être viré. Et il faut absolument que je rejoigne mes camarades plâtriers. Et arrivé sur la terrasse, j'ai vu évidemment les 2 copains avec lesquels je jouais au flipper. Je leur ai fait un signe comme ça. Ils m'ont dit, bon, reste là, on veut rien savoir, nous, on t'a pas vu. Mais il était quand même 7h du matin, lors de l'embauche. Donc, il a fallu que j'attende quand même 11h30. Mais entre-temps, et ça, je l'ai su bien après, il y avait des tireurs d'élite sur le toit de l'Élysée, qui étaient là pas pour craignant un attentat, mais qui étaient là pour se protéger s'il y avait un garde qui n'aurait pas pété les plombs et qui aurait tiré sur le général pendant qu'il se baladait.
Donc, j'ai frilé la mort, véritablement, parce que si n'importe lequel avait vu quelqu'un derrière une cheminée, c'est sûr qu'il prenait pas de risque. Il tirait, il allait voir après. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, à 11h30, la porte s'ouvre. Et là, je vois le général qui sort avec Madame de Gaulle derrière. Et lui, il a à la main du papier, une lettre, comme quoi il est en train de lire. Et en fait, il est en train de lire ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire son fameux discours annonçant qu'il va se représenter. Donc, à match, la photo est absolument étonnante parce que personne n'y croit au départ. Oui, vous avez pu sortir sans problème et donner la photo et personne n'y croit. Personne n'y croit. Et puis la photo, bien sûr, elle sort, elle monte au labo. Et tout d'un coup, quand ils s'aperçoivent de ça, c'est pour eux extraordinaire. Puis, ils ne pouvaient pas penser que... Il ne faut pas oublier que j'ai 16 ans à ce moment-là. Et donc, la photo les étonne. Et puis, ils vont la titrer, ce qui est vrai, document historique. Seul De Gaulle savait ce jour-là. C'est-à-dire que seul De Gaulle a annoncé qu'il allait se présenter ou pas se représenter. Et effectivement, ça veut dire que pour faire du journalisme de ce genre, il faut de la démerde et de la chance. Ah oui, je dis toujours, un journaliste qui n'a pas de bon contact avec les gens, qui n'a pas un feeling qui se passe évidemment, c'est un con. Sinon, c'est un incompétent. Et donc, vous avez réussi ça. Vous avez eu les félicitations même de Jean Prouveau, qui était le grand patron créateur de Paris Match, et qui a rêvé, moi je l'ai croisé à 90 ans, où il rêvait d'implanter la presse du week-end. Il est mort trop tôt, mais tout ce qui est aujourd'hui, il en avait eu l'idée. Bah oui, parce que, bon, effectivement, quand j'ai fait cette photo et que le patron, donc Jean Prouveau, a appris l'âge que j'avais, il est arrivé au journal. Vous aviez 16 ans, oui. Ouais. Et tout d'un coup, j'étais encore avec ma salopette plein de plâtre, je n'avais pas changé. Et il a été adorable. Et il a fait venir de chez Fauchon une énorme corbeille avec, évidemment, du foie gras, enfin tout ce qu'il fallait dedans pour que nous puissions prendre l'apéritif. Oui, parce que c'était une époque de Paris Match qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, où tout était possible. Non seulement tout était possible, mais la vérité, c'est qu'il y avait de l'argent. Il y avait beaucoup d'argent, comme à cette époque-là, dans la presse. Donc, on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on travaillait beaucoup, mais on n'arrivait jamais au journal avant midi, et il y avait des voitures de luxe dans le parking du journal. Absolument. Pro avait décidé que ses reporters devaient être élégants. Ça, c'était la première chose. Se déplacer dans les meilleurs restaurants et les meilleures boîtes de nuit. Parce qu'il considérait qu'un journaliste devait sortir pour avoir des informations. Au Figaro, dans les années 30, il y avait le soiriste. Il sortait tous les soirs avec un smoking. Il passait à la caisse. Il avait un louis d'or pour pouvoir sortir dans Paris. C'est pas imaginable aujourd'hui. Nous, c'était différent. C'est-à-dire qu'on avait un administrateur qui s'appelait Monsieur Roux et qui avait ce qu'on appelait la grenouille. La grenouille, c'était une caisse en bois dans laquelle, dedans, il y avait de l'argent. Et quand on arrivait à Monsieur Roux, on prétextait « Il faut que je parte absolument en reportage ce soir. Monsieur Roux, j'ai besoin de 1000 ». On lui prenait 1000 et on n'avait effectivement pas le reportage. Mais on justifiait le reportage après. Oui. Donc c'était une façon de vivre. Et il y avait aussi, c'était je crois votre bizutage, les notes de frais. Vous avez créé des faux tampons, Marc Francelet. C'est-à-dire que comme j'étais tout jeune, et que tous ces reporters partaient en province faire effectivement des reportages, il fallait toujours justifier de notes de frais. Et les notes de frais, ils avaient l'habitude un peu de la gonfler. Oui. Et donc, on m'avait mis à faire des faux cachets. Alors, j'avais une petite imprimante comme ça, et je mettais mes lettres, et puis j'imprimais tel hôtel, Puis un jour, malheureusement, il y a nos administrateurs qui a été en Grèce où j'avais fait une fausse note de frais, il s'est aperçu que c'était une poste. Alors, ça c'est pas passé comme ça. Voilà. Il faut savoir qu'au Figaro, il y avait encore aussi un règlement qui, dans les années 60, interdisait qu'on achète un smoking pour les soirées parisiennes. Donc, ce qu'ont fait les journalistes, c'est qu'ils ont acheté un smoking, ils l'ont loué à chaque fois en se le passant. Ça a coûté une fortune au journal. Voilà. Alors, ça, c'était votre grand coup de Gaulle, mais avant, il y en a eu un autre. C'est justement une photo historique. C'était Johnny au conseil de révision. Car Johnny, vous le connaissiez, et vous avez là aussi réussi un coup incroyable mais vrai, Marc Francelet. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai 15 ans et demi. Johnny, c'est le conseil de révision. Il en a 18, parce qu'on a toujours eu 3 ans de différence. Et un soir, il me fait « Oh là là, il faut que je fasse mon conseil de révision. Mais 3 jours, ça me fait chier. »
mais je peux pas faire autrement. Je dis non, non, écoute, j'y vais demain, je sais pas comment ça va se passer. Et là, le fait qu'ils me disent j'y vais demain, effectivement, il fallait absolument que je fasse la photo de Johnny à son pupitre. Et là, alors, je suis rentré encore par une combine, un trou de bidasse qui partait le soir, se faisait la malle pour aller boire un coup et qui rentrait le soir. Et là, je suis rentré effectivement dans la cour, en treillis, et puis à ce moment donné, le bidasse qui était là me dit mais mon grand, ça va pas tenir ton truc. Il faut passer chez le coiffeur. Et je suis passé chez le coiffeur pour avoir la boule à zéro. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu circuler dans la cour du château de Vincennes. Et puis là, on m'a dit bon, il est là, Johnny, la salle c'est là. Et là, par chance, il y avait une gouttière juste à côté de la fenêtre. J'ai escaladé la gouttière et je me suis trouvé sur la fenêtre, carrément. Et j'ai eu une chance inouïe. Johnny était là devant moi à 10 mètres. Alors j'ai frappé à la fenêtre comme ça, il m'a vu. J'ai fait 2-3 photos. Il m'a dit mais t'es cinglé, mais t'es fou. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Et à ce moment-là, j'ai redescendu et j'ai foncé à l'agence de presse. Et là aussi, ça a été un phénomène, c'est-à-dire que c'était un immense succès. Bah, c'est-à-dire que effectivement, cette photo, donc je l'avais fait dans la matinée. Il faut savoir que Johnny allait passer 2 jours ou 3 jours, ça c'était le premier jour. Et devant le fort de Vincennes, il y avait une quinzaine de photographes qui attendaient que Johnny sorte. Effectivement, et il y avait notre camarade à l'époque, Johnny Stark, son impresario, qui arrivait avec une Cadillac rose. Et Johnny, quand il sortait, il rentrait effectivement chez lui. Mais moi, à ce moment-là, il y avait 3 ou 4 éditions de François, et la première était à 1h30. Et quand la première, il y avait 5 colonnes à une avec ma photo, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce garçon? Comment il a fait? C'est comme ça que je suis rentré à Match. Voilà. Et vous êtes devenu une sorte de paparazzi, mais dans le sens noble du terme, Marc Francelet. Bah, c'est-à-dire que c'était pas encore la véritable histoire des paparazzi qu'il y a eu quelques années après. Ça n'existait pas, les photos on planquait. Non, non, c'était véritablement des rendez-vous. Il y avait trop de procès à ce moment-là. C'était impossible de faire des photos de paparazzi. Oui, et en plus, les stars se prêtaient au jeu. Moi, je me souviens de tourner du côté de Saint-Tropez. À l'époque, le fisc n'était pas sur les maisons, donc on ouvrait sa maison pour la montrer aux photographes. Absolument, ça c'est ce qu'on appelait justement des rendez-vous. Voilà. Et alors, c'était aussi l'époque de Dolce Vita que vous avez connue, dont Beno Graziani, journaliste à Match, a été le modèle. Un journaliste incroyable qui a vécu des vacances avec Jackie Kennedy quand John Kennedy était président. Il a fait des photos qu'il s'est fait un devoir de jamais publier. Absolument, parce qu'il avait donné sa parole. Voilà. Et ça aussi, c'est important. Il avait comme photographe Willy Rezzo. Voilà. Absolument. Qui était donc dans la Dolce Vita. Et ça, la parole du journaliste, c'est aussi une chose importante, qui a été une des clés de votre métier aussi, Marc Francelet. Écoutez, je vous raconterai tout à l'heure, mais moi, une des plus belles histoires, c'est que lorsque je me suis trouvé face à face avec le prix Nobel de la paix en Géorgie, à Tbilissi, Andrei Sakharov. Henri Sakharov, et on a fait une photo qui était totalement interdite. Et je lui avais dit que j'étais journaliste. Et il m'a dit, faites-moi plaisir, ne publiez jamais cette photo. Et à l'époque, j'étais à VSD. Donc, quand je suis redescendu, François Ségel a vu la photo. Oh, extraordinaire, on l'a publié. Je dis non, François, j'ai donné ma parole. Et on n'a jamais publié la photo. Et puis, vous avez vécu aussi quelque chose d'étonnant, c'est la guerre des 6 jours. Oui, absolument. Ça, vous voulez y aller, vous avez envie d'aller? Bah, c'est toujours pareil, j'étais trop jeune, j'avais une vingtaine d'années. Et le patron de Match, Roger Théron, voulait absolument pas parce que j'étais trop jeune. Donc j'ai décidé à ce moment-là de passer par une agence de presse. Et j'ai retrouvé un copain, Alain Ayache, qui avait une agence de presse et qui m'a donné l'accréditation et je suis parti tout seul. Voilà. Et savez-vous que le premier journaliste à avoir été sur le front pendant la guerre des 6 jours, c'est Joseph Kessel, qui est arrivé parce qu'il avait plein d'accointances. Il avait le visa numéro 1 en 47 en débarquant à Haïfa et il a fait des reportages exclusifs pour France Soir. Encore quelqu'un dans le journalisme, une formule qui est aujourd'hui très rare, non? Ah oui, on trouve monsieur. Plus. Voilà. En tout cas, vous avez fait d'autres choses et on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 15 mars 1983. A tout de suite sur Sud Radio avec Marc Francelet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Marc Francelet. L'aventurier se livre au Cherche Midi où vous racontez votre histoire incroyable mais vraie. On en a eu quelques exemples avec le journalisme. Et le 15 mars 1983, vous rencontrez une femme qui va devenir très importante pour vous, c'est Françoise Sagan. Absolument. Et je la rencontre dans des conditions tout à fait particulières puisque je vais à l'enterrement d'un ami journaliste qui s'est suicidé. Et moi, j'avais de l'habitude, je n'allais pas aux enterrements. Et puis là, c'était trop important pour moi.
Et je tombe sur mon copain Pierre Bénichou, qui était un grand journaliste lui aussi, qui était le directeur à l'époque du Nouvel Observateur. Et il me présente Françoise. Et Françoise me dit « Ah, c'est vous, Marc Français, depuis le temps que j'entends parler de vous. » Je dis « Attendez, moi aussi. » Et je l'emmène déjeuner après l'enterrement. Nous allons chez Lippe, avec évidemment Pierre Bénichou. Et elle me dit « Je compte absolument vous revoir. Donnez-moi votre numéro de téléphone. » Alors je lui donne. Et le lendemain matin, elle me rappelle. Et elle me dit « Vous n'êtes pas à Tombouctou ?» Je dis « Non, on peut déjeuner ensemble. » Chez Lippe. Je dis « Bien sûr, on va chez Lippe. » Et c'est comme ça que ma première rencontre avec François s'est passée ainsi. Et c'est devenu quelqu'un de très important dans votre vie. On voit peu de photos avec vous et François Sagan, alors qu'on en voit beaucoup avec Jacques Chazot et Françoise Sagan. Elle l'appelait l'humour de sa vie. Elle a fait prendre d'ailleurs à Jacques Chazot l'avion pour New York. Il ne prenait pas l'avion. Et lui a fait découvrir les bullshots, c'est-à-dire une boisson à base de vodka qu'on prend au petit déjeuner. Vous voyez, c'était autre chose. Donc, Françoise Sagan, il y a des liens qui se créent avec elle parce que vous aimez son humour, sa nonchalance, son art de bien vivre, Marc Francelet. Oui, et puis surtout, elle était vraie. C'est-à-dire que c'est une femme qui ne perdait pas son temps à dire des mensonges ou à embellir la vie. Elle parlait vrai. C'était chez elle tout à fait naturel. Oui, en plus, elle parlait vrai, souvent dans des circonstances surréalistes. Moi, j'ai fait une émission avec elle, elle était un peu fatiguée, elle était dans son lit, j'étais au pied de son lit et je l'interviewais. C'était parce qu'elle était capable de tout. Un jour, je me souviens, elle avait perdu la clé de chez elle et elle est rentrée par la fenêtre. Oui, oui, c'est absolument le cas. Alors, on vous voit beaucoup ensemble, naturellement. On dit non seulement Marc Francelet est son amant, mais c'est son pourvoyeur en drogue, non? Oui, ça c'est quelque chose que j'ai pas supporté. Et il y a un monsieur qui en a fait les frais, c'est monsieur Jean-Édouard Nallier. Et j'apprends que c'était lui qui faisait courir le bruit, que j'étais le dealer de Sagan. Si bien qu'un jour, il est arrivé dans un restaurant, à la Closerie des Lilas. Et là, ça s'est mal passé. Je lui ai mis 2 tartes. Il était couché par terre. Et je lui ai dit, mon grand, maintenant, le Fouquet's, Lippe, chez Edgar, tu fous plus les pieds. Parce qu'à chaque fois que tu mettras les pieds, tu te prendras 2 tartes et un coup de pied dans le cul. Et pendant 1 an, je ne l'ai pas vu. Et un jour, je déjeunais avec Belmondo. Et Jean-Paul me fait, regarde, c'est Jean Edern au fond. Alors, je fais pour me lever. Il me voit, il est parti en courant. Et ça a duré 2 ans. Si bien qu'un jour, Yves Mourouzi me téléphone. Et Yves me dit, il faut que je te voie, il faut que je t'invite à déjeuner. Je dis, bah, quand tu veux. Et là, il me casse ce morceau, il me dit, écoute, il faut que tu arrêtes ta fatwa. Jean Edern, il est complètement paniqué. Il fait le bourgeois. Je dis, non, 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 Yves, pas du tout, il n'en est même pas question. Ce type m'a fait passer pour un dealer. Il m'a supplié, et à ce moment-là, bon, j'ai enlevé la fatwa. Mais il faut savoir que la drogue, bon, c'est vrai que tout le monde le sait, Françoise Sagan en prenait. On l'appelait d'ailleurs la narine nationale, quelquefois. Et c'est vrai que vous n'avez jamais supporté ça, Marc Francelet. Je n'ai jamais pris un gramme de coke ou j'ai même jamais fumé un joint. Donc, pour moi, c'était même pas pensable. Et les gens qui faisaient courir ce bruit, c'était des gens qui étaient fous de jalousie. Parce que Françoise et moi, nous étions inséparables. On partait en voyage ensemble. Enfin, on ne se quittait jamais. Et ça rendait quelques personnes, bobos du Flore, qui disaient « Mais qu'est-ce que Sagan fout avec Francelet ?» Et ça les rendait fous. Mais il y avait une vraie complicité, une véritable amitié. Ah, c'est plus que ça. C'était qu'on ne se quittait pas et dès qu'elle avait un souci, elle m'appelait et j'étais là présent. Oui, et elle avait beaucoup de soucis d'ailleurs. Malheureusement. Parce que le jeu, notamment, lui a fait perdre tout ce qu'elle avait. C'était une catastrophe. Et vous avez essayé de l'empêcher de jouer, de la remettre sur le droit chemin, Marc Francelet, ou c'était impossible? Impossible. Pourquoi? Bah parce que ça faisait déjà une vingtaine d'années qu'elle était comme ça et une addiction pareille, ça s'en va pas. Et puis, elle pensait qu'à ça. C'est-à-dire dès qu'elle avait un peu de sous, on partait au casino d'Anguin. Et elle perdait tout dans la soirée. Voilà. Et alors donc il y a eu ce voyage à Moscou que vous avez évoqué avec la rencontre de Sakharov qui s'est déroulée dans des circonstances surréalistes aussi, Marc Francelet. Totalement. Nous étions à Moscou. Il y avait une rencontre du président américain de l'époque. On a Reagan, je crois. Pardon? C'est Reagan à l'époque. C'est ça. Ouais. Et Reagan, c'est ça. Et donc tout le monde était là. Et moi, j'arrive au Grand Hôtel de Moscou. Et j'arrive avec Françoise Sagan. Et à ce moment-là, il y a Poivre d'Arvor qui vient me trouver. Il fait, tu fais ça bon match? Je dis, pas du tout. Nous, on va à Tbilissi, on va rencontrer Parajanov, qui était le plus grand metteur en scène de l'époque, qui avait fait Les Chariots de feu.
Bien. Et puis le lendemain, on prend notre train. Ça dure 10 heures. Et on se retrouve à Tbilissi. Et ce qui s'était passé, c'est qu'à Moscou, tout le monde nous avait dit, les journalistes se foutent de la conférence aidez-moi, le président américain. De Reagan. De Reagan. Ce qu'ils veulent tous, c'est voir Sakharov, qui a été libéré il y a 15 jours, qui venait de faire 10 ans de goulag. Oui, il a été prix Nobel, il a été libéré de façon étonnante. Un soir, il est chez lui, la police arrive avec 2 employés du téléphone, ils installent une unité téléphonique, et le premier correspondant, c'est Gorbatchev qui lui dit qu'il est libre. Ah, ça, j'ignorais. Voilà. Ça, je m'en souvenais plus. Et c'est vrai, donc tout le monde cherche Sakharov. Voilà, tout le monde cherche Sakharov. Et comme nous avons fait du train toute la nuit, Françoise et sa copine dorment, et moi, je joue au gin, pardon. Ils jouent au gin toute la nuit, et moi, je dors. Et quand j'arrive, nous avions avec nous une interprète, et surtout qui était du KGB. Donc, je décide d'aller dans Tbilissi, puisque les deux dormaient, Peggy Roche et Françoise. Peggy Roche était sa meilleure amie qu'il a hébergée. Oui. Qu'il a hébergé, bon. Et donc, je vais faire un tour dans Tbilissi pour visiter. Et puis, je reviens vers 11h. Et là, la première personne, en ouvrant la porte-tambour de l'hôtel, sur qui je tombe, Sakharov. Oh, alors, je vais le voir absolument tout de suite. Et je lui dis, monsieur Sakharov, je suis Marc François, journaliste. Et là, il me dit, ah, hors de question, j'ai pris des engagements avec Gorbatchev. Il est hors de question, quoi que ce soit, que je parle avec vous. Et alors je lui dis, oui, mais vous savez, je suis avec Madame Françoise Sagan. Et là, dans un français impeccable, il me dit, Madame Françoise Sagan, bonjour tristesse. Et je lui dis oui. Et tout à fait par hasard, arrive sa femme, Helena Boer, que je connaissais, qui était venue en France et qui était toujours l'invitée de Mitterrand. Donc je l'avais rencontrée chez Sagan. Là, elle me voit. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et je lui ai dit, on a rendez-vous avec Paradjanov, et on vient voir Paradjanov. Et ben, elle dit, écoutez, dans 2 heures, montez, nous avons la chambre 404, et venez nous voir. Et donc, Françoise et moi, nous nous sommes retrouvés dans la chambre de Karimov, et on a passé 1 heure exquise, toujours avec nos traductrices du KGB, et là, j'ai fait la photo. J'ai demandé, et elle a fait une photo extraordinaire, mais que nous n'avons jamais publiée. Alors, il y a aussi, grâce à vous, Françoise Sagan a écrit une chanson qui est devenue un succès. Le 3e cri que j'ai lancé. Sur l'album 100%, quelques cris de Johnny. Et Johnny vous doit cette chanson, Marc Francelet. Mais oui, c'est parce que un jour, il me dit, dis-moi, je voudrais que tu me présentes ta copine. Je dis, quelle copine? Je dis, Françoise. J'y étais pas du tout, je pensais pas du tout à ça. Il me dit, Françoise Sagan. Qu'est-ce que tu veux faire avec Françoise Sagan? Il me dit, non, j'aimerais la connaître, tu comprends, j'ai jamais rencontré. Je prends le téléphone et j'appelle Françoise. Et je dis à Françoise, chérie, je suis avec Johnny, il voudrait te connaître. Et Françoise dit, mais formidable, j'ai qu'une envie, c'est de le rencontrer. Et Johnny me dit, demain soir, on peut dîner ensemble? Et Françoise répond oui. Alors, le lendemain, on se retrouve dans un restaurant thaï. Et puis, Johnny et moi, on est là à 9h précises. Et Françoise, qui d'habitude est à l'heure, 1/2 heure, 3/4 d'heure, elle n'est pas là. Alors Johnny ne se laisse pas aller. La bouteille de blanc descend de plus en plus jusqu'au moment où Françoise arrive. Johnny se lève. Françoise, tu sais, j'ai lu tous tes livres. Alors là, j'ai dit, là, on est mal barré. Et à ce moment-là, Françoise dit, Johnny, j'ai écouté tous tes disques. Oh là, alors là, c'est... Et donc... elle lui dit à table, on va à table, et elle lui dit, il lui dit, tu sais, François, j'aimerais bien que tu m'écrives une chanson, tu as écrit Bomology pour Gréco et tout ça. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Et Françoise lui dit, bah oui, mais il faudrait que je te connaisse un peu plus. Je vais pas t'écrire une chanson. Donc, ils sont restés jusqu'à 4h du matin ensemble, il y a bien longtemps que j'étais parti. Et puis, sur le coup de 7h du matin, 8h du matin, j'entends mon fax. Et je vois mon fax et je vois la chanson, quelques cris. Quelle merveille, j'attends 10h30, 11h, midi, j'appelle Johnny, j'ai dit, j'ai la chanson de Sagan. Comment c'est possible? J'ai dit, elle a travaillé la nuit, et elle m'a envoyé le fax avant d'aller se coucher. Et je vais lui porter, évidemment, tout de suite, la chanson. Et là, la première chose qu'il me dit, c'était étonnant, il me dit, j'en connais une que ça va emmerder. Je dis, mais à qui tu penses? Il me dit, Nathalie Baye.
Elle m'a toujours pris pour un con. Alors que maintenant, Sagan m'écrit une chanson pour moi, mais ça va la faire chier. Voilà l'histoire. Et cette chanson a été un succès. Et Johnny, bon, vous étiez très lié à lui. Johnny, d'ailleurs, dans le livre où il y a une photo où il vous appelle son meilleur ami, Johnny ne pouvait pas rester seul. Je crois qu'un soir, à Marne-la-Coquette, vous êtes allé chez lui, il a mis un somnifère dans votre café pour ne pas rester seul toute la nuit. Marc Absolument. Français. Il pouvait pas. C'était comme un enfant à qui on ferme la lumière. Il pouvait pas. Il fallait qu'il dorme avec quelqu'un. Et alors c'était catastrophique parce que vous veniez là pour dîner, vous regardiez un film et après il fallait le garder. Et comme il s'endormait jusqu'à 2 heures du matin, vous étiez dans le lit avec lui jusqu'à 2 heures du matin. Vous attendez 2 heures du matin pour rentrer chez vous. Voilà. Et c'était comme ça. Mais en même temps, ça faisait partie des traditions, des habitudes et de l'amitié de Johnny. Absolument, mais il ne faisait pas ça qu'avec moi. Hein. Attention, il avait beaucoup d'amis avec qui il faisait ça. Hein. Et tout le monde le savait. Et quand on rentrait dans la salle de cinéma et qu'il disait « Je vais vous passer un western formidable, je viens de le recevoir », on était obligé de s'en passer 2 ou 3. Hein. Il ne voulait pas qu'on parte. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est qu'à la fin de chaque western, il s'était endormi en regardant le film. Il se réveillait, il disait « Putain, qu'est-ce qu'il est bon ce film. Qu'est-ce qu'il est bien. » Il n'avait pas regardé le film. Pas une minute. Car vous dites dans ce livre, Marc Français, que Johnny a inventé la mauvaise foi. Il l'a plus qu'inventé. C'était la mauvaise foi lui-même. Il pouvait pas s'empêcher. C'était un embrouilleur. Hein. C'était un embrouilleur. Il aimait fâcher les gens avec les uns et avec les autres. Il racontait. Alain, dis donc, un tel m'a dit ça. C'était absolument faux. Donc le type à les autres, paf, lui fêtait un pain dans la figure. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Johnny m'a dit ça. Mais j'ai jamais dit ça. Et à ce moment-là, Johnny arrivait en se marrant, disant, quelle bande de connards que vous êtes. Mais non, vous n'avez pas vu que je plaisantais. C'était ça, Johnny aussi. Oui, et ça, on le sait pas parce que finalement, c'était quelqu'un qui n'en parlait jamais en public. Jamais. Il avait comme ça ses secrets, comme vous, un petit peu. Oui, il n'avait pas trop de... Avec moi, il n'en avait pas. Pratiquement pas, parce qu'on était trop ensemble depuis des années et des années. Et donc, la seule chose sur laquelle il ne plaisantait pas avec moi, c'était sur la drogue. Il avait aussi, malheureusement, c'était des périodes. C'était pas continu. C'était des périodes, à un moment donné, où il préparait un spectacle, il avait besoin d'être en forme. Il était persuadé que de prendre de la coke, ça le mettait en forme. Ce qui était absolument faux, mais il s'est mis ça dans la tête. Donc, je peux pas dire qu'on avait des secrets ensemble. Oui, sur les filles, ça, évidemment, de temps en temps, on avait quelques secrets. Mais ça n'allait jamais plus loin. Voilà. En tout cas, des secrets, il y en a dans ce livre dont on va reparler à travers une date, le 12 mai 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Marc Français. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Marc Français, 12 mai 2021, sortie de ce livre L'aventurier au cherche-midi. Alors il faut savoir, Marc Français, que beaucoup de gens vous connaissent, vous ne parliez jamais, vous étiez un homme secret, et là vous décidez de tout raconter. Pourquoi? Ben, écoutez, j'arrive quand même à un âge, j'ai 75 ans aujourd'hui. J'ai des enfants et des petits-enfants, et je voulais quand même leur laisser quelque chose, surtout à mes petits-fils, quel était leur grand-père. Parce que mes enfants ont vécu ma vie en même temps que moi. Donc mes petits-enfants, je voulais absolument qu'ils connaissent ma vie, d'où je venais, ce que j'avais fait dans ma vie. C'est Oui, pour ça que j'ai fait ça. Car votre vie a été effectivement le journalisme et les affaires, et tout a commencé par une histoire absolument incroyable. Vous êtes devenu intermédiaire de marchand de tableaux quand vous étiez tout jeune, Marc Français. Absolument. C'est-à-dire qu'un jour, un copain de jeunesse m'amène un tableau, un petit tutoriau, et il me dit, il est tombé du camion. Je dis, ah bon? Il me dit, mais est-ce que tu crois que tu pourrais le vendre? Parce que toi qui vis dans le grand monde, tu peux... Ben, je dis, écoute, t'as un coup de chance inouï, parce que l'expert du trino, je fais du golf tous les week-ends avec lui à Mortefontaine, c'est Paul Pétrides. Je dis, donne-moi le tableau. Il me dit, non, non, je te donne pas le tableau, vois d'abord s'il est d'accord. Tout à fait normal. Donc pendant le week-end, j'en parle à Paul Pétrides, qui était à l'époque le plus grand marchand de tableaux français, et je lui dis, je raconte l'histoire. Ben, il me dit, écoute-moi, amène-le-moi demain soir, on verra. Et le lendemain, je vais effectivement voir Paul Pétrides, qui me dit, attends, il n'y a pas de souci, combien t'en veux? Ben, je lui dis, combien tu m'en donnes? Il me dit 15 briques. J'avais traité avec mes amis avant à 5 briques. Je dis, je prends 10 briques dans la journée, et c'est comme ça qu'a commencé mon histoire.
Et votre histoire, donc, il faut savoir aussi que Pétrides, lui, avait commencé comme tailleur. Et il se faisait payer en tableau au départ. C'est comme ça qu'il a fait ses collections. Même principe que François André, le créateur de Deauville, qui, lorsque des peintres perdaient, payait leurs dettes en tableau. C'est comme ça qu'ils ont fait fortune. Et là, donc, vous avez gagné des montagnes d'argent. Vous avez vécu dans le luxe. Ça a été vraiment une époque extraordinaire pour vous. Vous réalisiez un rêve, Marc Francelet. Oui, qui est une époque extraordinaire, mais si j'avais pu l'éviter, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je ne la referais pas, parce que ça a beaucoup pesé dans ma vie. Oui, car un jour, vous êtes fait prendre et vous êtes retrouvé en prison. Voilà, absolument. Parce qu'on vous a dénoncé, parce que personne ne vous a défendu à Non, l'époque. non, pas du tout, parce que j'étais effectivement dénoncé. Je provoquais la jalousie. Parce qu'avec l'argent que je gagnais, j'avais de très belles voitures. Et à un moment donné, il y a des gens qui étaient un peu au courant de l'histoire, qui ont été raconter ça à la police. Et ça n'a pas duré longtemps. Et j'ai été arrêté. Et vous avez passé 18 mois en prison, très dur. Très dur, très dur. Et parce que, toujours pareil, j'avais 20 ans, 22 ans, c'est pas facile de toute façon. Et surtout à l'époque, j'avais un petit garçon qui avait 9 mois. Donc c'était très dur. Et vous imaginiez que vous auriez pu finir en prison ou ça a été une surprise pour vous? Ah non, j'imaginais pas du tout. À ce moment-là, je me rendais vraiment pas compte. J'avais pas l'impression que c'était malhonnête. Savait prendre des tableaux, les donner à l'un, les vendre. Je me couvrais un peu sur Pétrides. Si lui le faisait, bon, que c'était pas grave. Et je me suis pas rendu compte que c'était très grave. Et puis, vous avez quand même réussi une performance en prison, c'est prendre la photo de l'escroc du siècle qui est parue dans Paris Match, Marc Francelet. Ça, c'est fort. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait des grands scandales, et notamment la garantie foncière et le patrimoine foncier, qui étaient des sociétés qui prenaient de l'argent à qui voulaient le prendre et à qui ils faisaient miroiter des gains extraordinaires. Et donc, ce type, à un moment donné, excusez-moi l'expression, a fait marron tout le monde. Il s'est retrouvé évidemment avec beaucoup d'argent. L'affaire du patrimoine foncier a éclaté, explosé, et il est parti en cavale en Israël. Et évidemment, 2 ans après, il a été extradé. Il s'est retrouvé en prison. Et à ce moment-là, moi, j'y étais. Et il décide de faire une grève de la faim. Je trouvais extraordinaire de faire des photos de lui en grève de la faim. C'est un scoop formidable. Ça fait 2 ans qu'on parle de Claude Lipski tout le temps. Moi, j'ai arrivé à le faire en prison. Et ça a été formidable parce que à ce moment-là, j'avais comme avocat Patrick Devedjian, qui deviendra l'homme politique que vous connaissez, et qui était mon jeune avocat. Et je lui ai dit, il faut que tu me rentres un appareil photo. Donc, il m'a rentré un petit appareil très spécial. Et puis, j'ai pu faire les photos de Lipski dans sa cellule. Et je les ai fait sortir de toute façon par toujours Patrick Devedjian. Et elles sont passées dans 4 pages dans Match. Ça a déclenché un bordel. Parce qu'effectivement, l'administration pénitentiaire, la sécurité, mais comment c'est possible? Alors là, comme j'étais déjà à Match, les gens, tout le monde s'est dit, mais c'est Francelet, c'est Francelet. Et moi, entre-temps, l'appareil photo, il était reparti. Devedjian l'avait emmené avec lui. Donc, je ne m'attendais pas du tout. Comment vous voulez que j'ai un appareil photo, vous vous rendez compte? Et c'est là que les emmerdes en prison ont commencé. Voilà. Alors, à la sortie, il y a quelqu'un qui a été garant de votre moralité, c'est Jean-Paul Belmondo, qui est devenu aussi un de vos meilleurs amis, Marc Francelet. Le meilleur ami. Voilà. Et ça, parce que un jour, vous êtes retrouvés et vous êtes plus quittés, là aussi. Ah oui, c'est simple. Je devais ce qu'on appelle avoir une conditionnelle. Et pour avoir une conditionnelle, je devais passer devant un juge des applications des peines. Et Jean-Paul a fait une lettre formidable en se portant garant pour moi. Donc, je suis sorti immédiatement. Et comment est née cette amitié? Et qu'est-ce que vous êtes apporté à vous deux? Parce que c'était quelqu'un d'assez seul, Jean-Paul Belmondo, finalement. Écoutez, j'ai connu Jean-Paul Belmondo à travers un de nos amis communs qui s'appelait René Château, que j'avais connu à Paris Match puisqu'il était maquettiste. Et il est devenu, entre-temps, l'homme d'affaires de Jean-Paul. Et il avait parlé de moi à Jean-Paul en racontant ce que je viens de vous raconter, toutes ces aventures. Et Jean-Paul avait demandé à me connaître. Et donc, un jour, je me suis trouvé à déjeuner avec Jean-Paul et je lui racontais toutes mes aventures. Ça l'a enthousiasmé. Et là aussi, on ne s'est pas quitté pendant 20 ans. Voilà. Et Jean-Paul n'avait qu'une passion, c'était son père. Et son père, justement, quand on voulait interviewer Belmondo, il fallait l'appeler pour parler de son père. Sinon, il ne répondait à rien. Absolument. Et je crois qu'un jour, quand les sculptures de son père ont été retirées du jardin des Tuileries, il s'en est mêlé. Bien, à ce moment-là, elles avaient été retirées par le maire de Paris, Ribéry. Oui. D'accord. Tibéri. Tibéri, c'est Oui, ça. oui. Et ça avait donc évidemment profondément
fâché Jean-Paul, et Tibéri voulait pas remettre les statues. Je suis parti voir Douste Blazy. Et j'ai dit à Philippe, écoute, véritablement, là, Jean-Paul est vraiment très, très contrarié. Il était ministre de la Culture à l'époque. Ministre de la Culture. Oui. Il a remis les statues immédiatement. Jean-Paul a été ravi et tout. Et puis, évidemment, 2 mois après, Douste Blazy appelle. Jean-Paul lui dit, j'aimerais bien que j'ai un festival de cinéma à Lourdes. Ça me ferait très plaisir que vous veniez. Jean-Paul venait de refuser le festival de Cannes. Et donc, nous revoilà à Lourdes avec Douste Blazy et entouré de toutes les équipes de télévision de province. Et on est rentré, on avait envoyé l'ascenseur. C'est comme ça que les statuts ont été remis en place. Voilà. Alors, vous avez fait donc, vous avez déjeuné tous les jours dans Paris et vous avez passé des soirées chez Castel, chez Régine, à une époque où cette danse était à la mode. Savez-vous, voyageurs, pourquoi je sors de l'ombre? Vous m'avez appelé, me voici, me voilà. La Postella. La Postella, on a oublié aujourd'hui, Bien après sûr. le twist, a été la grande danse des nuits parisiennes. C'est un journaliste, Honoré Bostel, qui avait inventé ça et ça donnait des scènes surréalistes. Absolument. Yvan, qui s'appelle Yvan de Bostel, avait inventé cette danse. Il a dit, voilà, au moment où la chanson s'arrête, tout le monde se jette par terre, les uns sur les autres. Et alors, c'était devenu un peu ridicule, mais quand même, Sacha Distel en a fait une chanson. Et ça a pris de l'ampleur, et tous les soirs, tout le monde se couchait les uns sur les autres. Et là, il y avait qui perdaient leurs diamants, c'était une horreur. Mais ça devenait très drôle. Voilà, c'était l'aventure de la Postella. Voilà, ça fait partie d'une époque qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, où on sortait tous les soirs dans Paris, chez Régine, chez Castel, partout. Absolument. C'est-à-dire, On commençait chez Castel, et on finissait chez Régine. Parce que le contraire n'était pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que Régine ne nous aurait pas laissé partir. Tout simplement. Elle voulait avoir le monopole. Et le monopole, elle ne pouvait pas l'avoir parce que Jean Castel était un très bon copain, qui était très attaché à tous les camarades journalistes. Et donc, quand on quittait chez Castel, par contre, on devait aller chez Régine, du Jimmy's. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on mettait le couvert. C'est donc qu'à 4 heures du matin, on n'était pas beau à voir. Voilà. Et c'était l'époque où Régine a rencontré Thierry Leluron, qui l'a surnommé Twist Again, ce qui était assez joli. Et c'est aussi une époque où vous avez rencontré Brigitte Bardot à Saint-Tropez, dans des conditions très particulières, Marc Francelet. C'est-à-dire qu'effectivement, je venais de finir un reportage pour l'immigration des oiseaux en Camargue, et le photographe dont j'assistais s'était fait piquer par les moustiques et était reparti à l'hôpital. Et donc, j'ai continué le reportage sur l'immigration des oiseaux seuls. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme j'étais tout seul, on n'avait pas dépensé l'argent du journal. Je me trouvais avec une grosse somme. Donc, quand mon professeur Gérard Géry est sorti, il m'a dit, bah, mon grand, on a de l'argent. Tu connais Saint-Tropez? Non. Il m'a emmené à Saint-Tropez. Et à ce moment-là, tout à fait par hasard, on est rencontré le compagnon de Brigitte, qui était Bob Zaguri. Et Bob nous dit, bah, venez ce soir, il y a un poker, et j'ai été joueur de poker, Zaguri aussi, et même Brigitte. Et donc, on part à la Madrague, et on joue au poker, et ça va durer 3 jours. Et moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je sers les vodka orange et les whisky coca. La fin du séjour se termine. Évidemment, le midi, elle nous faisait une chef salade, parce qu'on était très contents. Hein. Et puis, le jour du départ, elle vient me trouver, et elle me dit... je sais que vous avez des notes de frais. Et elle me tend une note. La note des chefs salades. Je dis, c'est pas possible. Et on a dû payer la note des chefs salades. Mais mis à part ça, Bardot était magnifique, c'était... Extraordinaire, puis d'une gentillesse inouïe. Mais on en a rigolé parce qu'on disait quand même, on vient de passer 3 jours chez Bardot, la reine du monde, et tout d'un coup, elle nous fait payer 3 chefs salades. C'était quand même... On s'y attendait pas. Non, mais en même temps, c'est une époque, encore une fois, privilégiée. Ce que vous avez vécu n'est pas possible aujourd'hui, Marc Francelet. Écoutez, d'abord, il n'y a plus de stars comme Bardot. Il faut dire déjà ça. Aujourd'hui, tout le monde va chez les uns, chez les autres. À l'époque, Bardot, elle recevait personne chez elle. Personne. C'était une femme très secrète, vous le savez bien. Donc, nous, d'être invités chez elle pour faire des parties de poker sans pouvoir faire de photos, entendons-nous bien, c'était hors de question. On était là pour jouer au poker. Mais cette époque-là, c'était l'époque, la véritable époque des paparazzi. C'est là où ça a commencé avec Bardot.
Et là, effectivement, vous avez fait le contraire des paparazzis, c'est que vous avez joué le jeu, ce qui vous a permis d'ailleurs de garder des amis, car il faut savoir que pendant 30 ans, vous avez déjeuné tous les jours avec des gens célèbres en les invitant toujours, Marc Francelet. C'était ma force. C'est-à-dire, par exemple, avec Johnny, pendant 20 ans, il a pratiquement jamais payé avec moi. Une fois de temps en temps, il payait, mais c'était normal. Moi, j'avais d'énormes notes de frais, je gagnais beaucoup d'argent, et Johnny invitait tout le monde à chaque fois. Il y avait toujours 8 ou 10 personnes. Puis moi, quand c'était mon tour, je payais. Mais en général, on n'était que tous les deux. Hein. Je payais quand on était tous les deux. Oui, mais encore une fois, c'est une époque totalement disparue. On ne peut plus imaginer aujourd'hui le faste que vous avez vécu, Marc Francelet. Oui, c'est la grande période du journalisme, notamment de Paris Match. On avait beaucoup, beaucoup d'argent. C'est vrai qu'on voyageait en première, on avait des voitures avec chauffeur, on était dans les plus grands hôtels, et ça, c'était le don que nous avait donné Jean Prouvost. Il y a aussi une chose que vous précisez dans le livre, Marc Francelet, c'est que votre casier judiciaire est vierge. Ah, totalement. Totalement. D'ailleurs, non, ça, j'y tiens, et je les ai tout de suite envoyés à mon éditeur pour qu'il se rende compte que j'avais pas, excusez-moi, une casserole au cul. Donc ça, c'était fondamental pour moi. Évidemment, les années sont passées, je me suis calmé, et donc je suis rentré dans le droit chemin. Et vous continuez aujourd'hui, le journalisme vous tente encore, le scoop, ça vous titille encore, Marc Francelet? Ça m'a jamais quitté. La vérité, c'est que toujours aujourd'hui, je fais des scoops, que je donne notamment très souvent à Match ou au Monde. Donc, jamais, je suis toujours sur le qui-vive. Et c'est comme ça qu'il faut faire pour rester jeune. Absolument. Moralement. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres histoires dans ce livre, L'aventurier au Cherche-Midi, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. C'est une vie qui est un roman, qui pourrait devenir un film. En tout cas, merci Marc Francelet d'avoir écrit. Merci. Merci, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.